Bienvenue à la Bourse Casablanca. On est très heureux de vous retrouver dans cette 4e série de rencontres entre les analystes de la place et la place. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, et je suis très heureux surtout que notre collaboration avec la PSB qui est quotidienne, mais sur ce projet-là, je pense qu'elle est exemplaire, voilà, et ça permet de mobiliser les grands noms de la recherche de la place et de pouvoir surtout diffuser de l'information et diffuser leurs analyses et avoir leur son de cloche. Je vais pas m'attarder trop longtemps, je pense que l'essentiel c'est d'écouter Si Ahmed et Khadija et surtout d'entendre Si Adil modérer ce joli panel pour commencer cette série de rencontres avec les analystes. Il y en aura 2 autres qui seront en digital. Donc sous forme de webinaire et voilà, et celle-ci est enregistrée et sera rediffusée par la suite sur notre chaîne YouTube. En tout cas, on est très heureux de retrouver les analystes et les opérateurs et investisseurs, et on est aussi très heureux de compter cette année des sponsors. Je les citerai pas, je pense que ils sont dans l'invitation. Hein? Non, Six Lakers, NTSoft et est reconstruit avec les utilisateurs, et ça c'est très important, mais on compte beaucoup sur votre feedback parce qu'on compte l'améliorer continuellement, et donc n'hésitez pas à réagir dessus. C'est toujours la même adresse, casablanca-bourse.com. Voilà, si vous voyez des choses, si vous voulez des améliorations, si vous voyez de nouvelles fonctionnalités qu'on pourrait intégrer, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On sera heureux de pouvoir répondre à vos sollicitations. Sans plus tarder, je laisse la parole à Younes Qat, président de la PSB, pour un petit mot. Merci. Merci Badr pour ce petit mot. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis moi aussi ravi de vous avoir au sein de cet établissement emblématique et la Bourse de Casablanca. Et bien entendu, c'est une 4e édition, donc qui, on va dire, permet de donner un peu le temps de ce qui se passe sur le marché, surtout sur l'économie marocaine, hein, puisqu'on ne va pas parler que du marché, il y a aussi l'économie, les fondamentaux macroéconomiques qui sont importants à surveiller. Et je ne vais pas m'attarder moi aussi, puisque je vais surtout remercier la Bourse de Casablanca et de son partenariat, donc toujours fidèle. Et ta proposition, donc je la prends aussi en cash, donc on va essayer de travailler dessus. Et bien entendu, je remercie nos sponsors, Six Lakers et NTSoft Technologies. Bien entendu, je n'oublierai pas de mentionner un petit mot sur la contribution des analystes qui est très importante, hein, parce que, comme tu l'as souligné, c'est ce qui fait un petit peu le contenu et le fond de ces éditions-là. Et j'aimerais juste rappeler que ces 2 thèmes font partie d'une série de thèmes qui vont être abordés par la suite durant la semaine prochaine, le 20 et le 22 juin. Donc essayez de rester fidèle et de vous connecter pour suivre ces thèmes également qui pourraient être intéressants. Donc sans plus tarder, je laisse la main à Hilmi et Hicham et donc c'est Ahmed Zahanieh et Khadija Al-Moussili pour voilà, nous donner un aperçu de ce qui se passe sur le marché marocain. Merci. Merci messieurs pour ces introductions. Bienvenue à toutes et à tous.
J'aurai le plaisir donc de modérer cette première conférence, une première d'une série de 3. Donc on vous rappellera tout à l'heure l'agenda. Et sans transition, on va directement attaquer les présentations du jour. Alors 2 questions principales auxquelles on va répondre. On va qualifier la qualité des équilibres macroéconomiques aujourd'hui, le comportement des marchés des taux face à la succession des crises qu'a connue l'économie marocaine. Et puis dans une deuxième partie, on va répondre à une question très précise. Quelle croissance bénéficiaire pour une reprise du marché en 2023? C'est une question large, mais je voudrais juste vous signaler, vous rappeler que notre analyste du jour qui parlera de cette thématique-là est plus spécialisé sur les secteurs banque et assurance, n'est-ce pas Khadija? Donc si on peut concentrer plus les questions sur cette thématique-là, ça serait bien. Maintenant, s'il y a d'autres questions sur d'autres secteurs, on verra comment faire pour faire parvenir les réponses à nos invités. Donc c'est un petit disclaimer avant de démarrer. Donc Khadija Moussili, pour ceux qui ne la connaissent pas, les 2 ou 3 peut-être personnes dans la salle qui ne la connaissent pas, a 6 ans d'expérience après 6 ans d'expérience en banque d'affaires. Elle a rejoint l'équipe de BMCE Capital Global Research en 2017 comme analyste financier spécialisé dans les secteurs donc banque et assurance sur le marché marocain, ouest-africain et tunisien. Elle a également participé à plusieurs missions de conseil portant sur des opérations stratégiques dans le secteur financier. Elle est senior depuis 2021, titulaire d'un master grande école en finance de l'ISCAE Casablanca. Merci Khadija. Et pour sa part, notre deuxième intervenant, Ahmed Zahani, est lui titulaire d'un diplôme des études supérieures approfondies en économie et finance. Il a débuté sa carrière en qualité d'analyste chez CFG Bank avant d'intégrer Banque El Maghrib pour occuper le poste d'économiste spécialisé en économie internationale et en conjoncture sectorielle. Il est actuellement économiste en chef chez CDG Capital. C'est Ahmed, bonjour. Bonjour, c'est Adid. Alors, vous m'excuserez Khadija, mais la macro oblige, on va démarrer par Ahmed Zahani pour avoir une vision plus globale avant d'aller un peu plus dans la micro avec vous. Alors si vous le permettez Ahmed, on va démarrer tout de suite votre présentation. Petit exercice d'équilibriste pour essayer. Je pense que j'y suis. Alors, Voilà. Donc vous avez la main, c'est Ahmed, si vous voulez. Avant de commencer la présentation, j'aimerais dire bonjour à tout le monde et bien sûr remercier la Bourse des Valeurs de Casablanca et la PSB de m'avoir invité, comme à l'accoutumée, à cette 4e édition de cette belle initiative d'échange entre nous analystes et investisseurs. Je trouve que c'est très important de créer un lien aussi, je dirais, en fait important entre le monde de la recherche et de l'analyse, le monde de la prise de décision et de l'investissement. Donc je les remercie et en fait je passe à la présentation. La présentation devrait porter sur un petit cadrage macro aussi bien au niveau international que national. Par la suite, on va voir un peu l'orientation des politiques publiques, principalement la politique monétaire avec les décisions récentes qui ont été prises en termes de resserrement de la politique monétaire et la loi de finances 2023 qui marque quand même une tournure par rapport aux anciennes lois. En fait, la crise Covid a généré un choc sur les finances publiques. Ce choc-là a été, assez bien géré et on voit les finances publiques qui remontent au créneau face à une perte de vitesse de croissance, à un ralentissement de la croissance, à la succession d'un certain nombre de crises qui nous attaquent aussi bien du côté externe que du côté interne avec les mauvaises conditions climatiques, la sécheresse, etc. Par la suite, on va voir un peu comment ces évolutions-là, c'est-à-dire macro et politique, devraient impacter actuellement les marchés de taux. Il y a la partie interbancaire, bien sûr, qui s'ajuste à ces changements de conduite de la politique monétaire, mais également il y a le trésor public qui gère actuellement qui mène une politique contracyclique.
Donc comment il arrive à ajuster ses équilibres pour pouvoir aussi bien mener cette politique contracyclique, mais garder son équilibre intrinsèque, parce que c'est ce qui lui permet de se financer à des conditions favorables aussi bien au niveau national qu'international. Et bien sûr, la cerise sur le gâteau, on va essayer de vous présenter un peu nos prévisions par rapport au prochain Conseil de Banque Amrali prévu le mardi prochain. Donc sans trop tarder, déjà j'ai... Ok, donc en fait, la présentation porterait sur 5 axes. Le premier, c'est l'environnement international qu'on considère un peu mitigé, mais globalement, je dirais défavorable. Les équilibres macroéconomiques qui ont passé un certain nombre de crises depuis la crise de 2008. Le policy mixte qui a, à notre sens, un peu mitigé en termes d'objectifs, mais également en termes d'instruments. Le marché des bons du Trésor et les prévisions de CDG Capital par rapport au prochain Conseil. Si on veut voir un peu l'effet marquant de l'environnement international, il y a la bonne nouvelle, je dirais, pour l'économie nationale, c'est la baisse des prix des matières premières. On a vu comment ça a impacté négativement l'évolution de la croissance en 2022. Et plus précisément l'équilibre extérieur avec un déficit, je dirais, historiquement élevé enregistré en 2022-2023, connaît un apaisement de ces tensions sur le marché, sur les prix des matières premières, et cet apaisement-là devrait s'étaler sur l'année 2024. Par contre, il y a 2 mauvaises nouvelles. Il y a la dégradation de la conjoncture chez les partenaires. Quand même, après le resserrement, il y a une baisse de la croissance, une baisse de la demande. Ça devrait impacter nos relations avec nos partenaires historiques, surtout de l'Union européenne, en termes de demande et d'investissement. Et il y a la persistance des tensions inflationnistes qui poussent les banques centrales à continuer leur cycle de resserrement de la politique monétaire. Et là, ça impacte notre financement à l'international. On a vu que la dernière sortie du Trésor enregistrée en mars, c'était une sortie assez particulière en termes de conditions de financement. Mais quand même, c'est une sortie qu'on peut qualifier de réussite. Donc, si on veut zoomer un peu sur les principaux, indicateurs sur les matières premières, en fait, en se basant sur le rapport de la Banque mondiale publié en avril, on voit quand même que l'ensemble des matières premières ont connu des baisses assez, différentes en termes de vitesse, en fonction de la demande, de la physionomie de chaque marché. Mais quand même, pour l'énergie, selon l'indice de la Banque mondiale, c'est moins 26%, et pour le non-énergie, c'est moins 10%. Si on rentre on voit que par exemple pour le Brent et le gaz naturel, la vitesse de baisse était un peu différente, parce que quand même le Brent, il y a l'OPEP+ qui décide. Il y a également un certain nombre d'indicateurs qui précisent l'évolution, je dirais, conjoncturelle du prix du Brent. Mais pour le gaz naturel, la baisse, elle était quand même importante avec la hausse des températures, donc je dirais la baisse de la demande au niveau international. Pour le blé, il y a également une baisse. Et par contre, la mauvaise nouvelle pour nous par rapport à cette évolution, je dirais, baissière des prix des matières premières, c'est les phosphates et dérivés. Pour les phosphates, quand même, la roche phosphatée, le prix n'a pas beaucoup baissé. Mais par contre, pour les fertilisants, on a quand même assisté à une baisse de moins 25%. En fait, on devrait assister à une baisse moyenne de moins 25% selon le rapport de la Banque mondiale. Côté conditions économiques chez les partenaires, bien sûr, un fort ralentissement de la croissance quand même pour l'Union européenne d'environ aux alentours de 3-4% à quelque chose comme entre 1 et 1,5%, et ça ne devrait pas décoller en 2024. Ça impacte également la demande chez les partenaires. Donc, qui dit demande chez les partenaires, c'est demande adressée à l'économie nationale. Et on reste sur des niveaux d'inflation qui sont trop élevés. C'est-à-dire que la baisse attendue en 2023 et 2024, et je dirais qu'elle est de plus en plus difficile à concrétiser, d'où la réaction des banques centrales. Et on voit que les taux 10 ans, ils ont fortement évolué. En fait, à partir du commencement ou de l'annonce du cycle de resserrement de la politique monétaire au niveau de la zone euro. Donc, en résumé, il y a 3 facteurs clés qui impactent l'économie nationale. Bien sûr, il y a la baisse des prix des matières premières qui reste un facteur favorable malgré la dégradation des prix des phosphates et dérivés. Il y a la baisse de la demande étrangère adressée à notre économie, éventuellement des IDE. Et il y a le rétrécissement des conditions de financement à l'international. Donc, ces 3, éléments de cadrage devraient impacter 5 piliers de l'économie nationale. Il y a
il y a des piliers qui devraient réagir favorablement, tels que la baisse des coûts de la production manufacturière. On a vu hier, il y avait la décision de la Banque centrale de la Chine qui a baissé l'autodirecteur et qui a annoncé une baisse assez importante des prix à la production au niveau des usines en Chine. C'est-à-dire que là, la baisse des prix des matières premières, elle est en train d'impacter les prix à l'international et devrait alléger, je dirais, en fait, alléger la pression exercée par l'inflation importée. Il y a le ralentissement du rythme de creusement du déficit commercial. Comme j'ai précisé, 2022, c'était une année où le déficit commercial a évolué à 2 chiffres. Et on peut même qualifier l'évolution du déficit commercial comme un changement de palier parce qu'avant la crise, on tournait autour de 200 milliards en termes de déficit commercial. Et là, on a terminé l'année à plus que 300 milliards. Donc, c'est plus 50% en 2 ans. 2021-2022. Et là, ça commence à ralentir, mais on reste quand même sur un niveau qui est proche de 300 milliards. Et la baisse de l'inflation importée, qui est une bonne nouvelle, vu que notre économie, c'est une économie qui est dépendante en termes de produits importés, c'est-à-dire on a un taux de pénétration des importations qui est relativement élevé. Par contre, ce qui est en fait je dirais les mauvais résultats de cette évolution ou cette conjoncture internationale, c'est plus la croissance de certains secteurs secondaires et tertiaires qui sont axés sur la demande étrangère et bien sûr la hausse du coût de financement à l'international. Notons dans ce sens que le Trésor, dans le cadre de la loi de finances 2023, il a prévu une bonne partie de son financement au niveau international. Et là, on va expliquer pourquoi, parce que c'est dû à des évolutions un peu difficiles des conditions de marché intérieur en 2022 et c'est pour des raisons de gestion active de la dette. Maintenant, on va passer aux équilibres macroéconomiques au niveau national. En fait, l'intitulé de la presse était sous la pression de la succession des crises. Donc, on va essayer de recenser comment ces crises-là ont impacté les équilibres macro. Donc, il y avait la crise de 2008, même sans impact direct sur l'économie nationale, mais quand même, on a senti le changement de palier de croissance, c'est-à-dire qu'on a perdu en termes de vitesse de croissance d'environ 1,2%. Donc, on est passé d'une moyenne de 4,6 entre 2000 et 2012 à 3,4 2013-2019. La crise de 2020, la crise Covid, qui était une crise internationale, donc il y avait le ralentissement de la croissance, il y avait un besoin de faire un effort public en termes de dépenses, que ce soit en termes de dépenses de santé, d'investissement, etc. Donc ce qui a fait doubler le déficit public, on est passé de 40 milliards à 80 milliards. On trouve du mal à retrouver les niveaux d'avant la crise. Et il y a la forte augmentation des injections monétaires de Banque Maghreb qui ont fait augmenter d'une manière très spectaculaire, on va voir ça par la suite. On va voir ça par la suite, que le rythme de progression de la masse monétaire, elle a presque doublé entre les 3 années de la crise post-Covid et les 3 années d'avant. Et il y a la guerre en Ukraine et la succession de 2 années de sécheresse, c'est-à-dire en 2022, quand j'étais là, en fait, je prévoyais le scénario d'une 2e année de sécheresse comme étant un scénario catastrophique, mais quand même, on a suggéré, mais avec bien sûr des tensions inflationnistes. Il y a le creusement du déficit commercial, comme j'ai précisé, qui a augmenté d'environ 75% en cumulé entre 2021 et 2022. Il y a le rétrécissement des conditions de financement avec le virage que Banque Maghreb a entamé et la hausse du taux, du taux directeur de Banque Maghreb qui est en train de se dupliquer sur les taux débiteurs et créditeurs. On va voir ça plus en détail au niveau de la partie de la politique monétaire. Donc, si on veut plus ou moins donner une synthèse du cadrage macro 2023, donc les zones de risque à gérer, c'est la sécheresse bien sûr, la persistance de l'hyperinflation. Donc, on a vu le chiffre de février, c'était 10,2% en glissement annuel, donc c'était un chiffre historiquement élevé. La hausse de la masse monétaire en circulation, on s'attend toujours à ce que ça baisse et que l'argent revient au circuit bancaire. Mais là, on trouve que la hausse tendancielle, elle se poursuit. Et il y a le rétrécissement des conditions de financement de l'économie, donc ce sont les zones de risque à gérer. Maintenant, les facteurs atténuants, il y a la baisse du déficit, le niveau confortable des réserves de change. Là, c'est un point qui est extrêmement important et pour lequel on devrait saluer les pouvoirs publics parce que les efforts qu'ils ont fait dans le cadre de la gestion de la crise, de maintenir un niveau de réserve confortable, ça nous a permis d'avoir une meilleure crédibilité en termes de financement à l'international. En observant un peu ce qui se passe au niveau des pays voisins, que ce soit au niveau de la Tunisie, qui sont qui ont un grave problème de réserve, ils ont dû faire appel à l'Union européenne avec des conditions qui sont on voit également le cas de l'Égypte
avec l'assèchement de leurs réserves de change. Donc, on ne peut que saluer cette stratégie de préservation de réserves de change, que ce soit à travers les emprunts ou à travers le recours aux instruments du FMI. Il y a les recettes fiscales qui sont en forte amélioration. Après la crise, quand même, on a vu que les recettes fiscales, ils ont évolué à un niveau assez confortable, profitant bien sûr de l'impact de l'inflation sur les résultats des sociétés. Et la politique budgétaire contracyclique, depuis l'annonce de la crise, l'État a annoncé des budgets d'investissement qui sont très colossaux, et que ce soit du côté budget général ou du côté des entreprises publiques. Donc, c'est une politique contracyclique également saluée. Et il y a la consolidation de la reprise du secteur tertiaire, après le redémarrage du tourisme et bien sûr l'impact sur le transport. Donc en résumé, une croissance nationale, si on veut faire une interprétation des chiffres, c'est une croissance nationale en redressement, la persistance des tensions inflationnistes, la hausse de la masse monétaire, le ralentissement du rythme de croissance du déficit commercial et bien sûr des finances publiques qui se redressent malgré l'effort d'investissement. Là, c'est juste une interprétation des chiffres. Donc, comme j'ai dit, la croissance devrait passer de 1,3 à 2,6 selon les prévisions en fait, entre ACP et prévisions BAM. La saison agricole, bien que c'est une saison qui est assez médiocre, mais quand même en légère amélioration par rapport à l'année dernière, que ce soit en termes de pluviométrie, en termes de stockage des barrages. Mais ce qui a impacté un peu, le résultat de la saison agricole, c'est plus l'impact de la mauvaise répartition spatio-temporelle de la pluviométrie et la hausse des températures qui a fait que l'impact était important sur les filières légumes et fruits. En termes de VA non agricole, on devrait assister à un léger, et là on ressent un peu la baisse des prix à l'international sur le cas de l'OCP, mais également sur la baisse de la demande étrangère adressée à un certain nombre de branches au niveau du secondaire et du tertiaire. Côté demande, en fait, on s'attend à ce que, bien sûr, l'investissement devrait consolider, et c'est plus tiré par la composante publique. Quand on observe un peu l'évolution des investissements publics côté budget général et l'évolution des crédits accordés aux EEP qui évoluent au cours des derniers mois à 2 chiffres, on voit qu'il y a quand même un effort très important contracyclique qui est mené par la composante publique. Côté demande des ménages, le ACP s'attend à une légère amélioration. Et là, l'explication, ça vient plus de la solidité des transferts des MRE. C'est le bouée de sauvetage en termes pour combler le déficit commercial. C'était quand même en fait ce qui a été réalisé post-crise avec l'épargne qui a augmenté dans les pays partenaires où il y a nos MRE, a fait que en fait il y avait je peux même qualifier de bombe ce qui était en fait réalisé en 2021, et on s'attendait à ce que ça ralentisse, mais ça continue à évoluer positivement. Il y a également les recettes touristiques qui commencent à s'améliorer. Donc, plus ou moins, la demande des ménages prévue en hausse, l'investissement en hausse, mais par contre, les exportations en ralentissement, c'est essentiellement l'effet prix. Maintenant, on va passer à la masse monétaire, que je trouve un point très critique à surveiller au niveau sur le plan macro. Comme je précise là, on est passé d'une évolution en nominal de 168 milliards de dirhams entre 2017 et 2019 à 314,5. Et le rythme d'accroissement, il est passé de 4,8 à 6,4. Donc, c'est quand même très important. Et ce qui est plus inquiétant dans cette évolution un peu de la masse monétaire, quand ça dépasse un peu la création de richesse, et bien sûr ça peut être une source d'inflation sur le moyen long terme, c'est que la partie liquide qui augmente plus. Dans cette augmentation-là, 90 à 95%, c'est expliqué par la composante M1, c'est essentiellement la monnaie fiduciaire, la circulation du cash et les dépôts à vue. C'est-à-dire qu'avec la dégradation des taux créditeurs, on capte moins d'épargne et c'est de la monnaie qui passe vers la partie liquide. Et là, si on revient à la fameuse, équation classique des monnaies, équation classique monétaire, c'est-à-dire la fameuse, M fois V fois P fois la quantité de production, on a le M qui augmente, on a la vitesse de circulation qui augmente, la quantité de production qui baisse, et automatiquement l'impact sera sur le long moyen terme sur les prix. Et on voit que le pourcentage en termes, c'est un indicateur très important à surveiller sur le plan international, c'est le pourcentage de la masse monétaire par rapport à la création de richesse. C'est-à-dire que quand ça dépasse les 100%, donc on
en décalage avec ce qu'on crée, c'est-à-dire qu'on injecte plus que... On a vu le cas des États-Unis, ils ont beaucoup injecté, finalement, ils se sont retrouvés avec, je dirais, avec une inflation fondamentale qui est difficile à gérer. Et là, il faut surveiller ce point. Et si on veut recenser l'impact de cette tendance-là, des ressources bancaires bien que moins chères mais plus liquides, la forte hausse de la circulation fiduciaire, c'est très inquiétant parce que ça alimente le secteur informel, l'un des points auxquels c'est-à-dire qu'on veut gérer au niveau national, le marché de change parallèle. Il y a également les sources d'inflation de type monétaire qui pourraient apparaître à moyen long terme. Je ne sais pas si je suis dans les normes en termes de... Pour ne pas déborder. Ok, déborder par rapport. En termes d'inflation, comme on a vu, c'est-à-dire que l'inflation elle a connu une évolution assez particulière en 2022. Ça a commencé avec l'inflation importée et la sécheresse. C'était le premier semestre où la Banque centrale est restée quand même réticente par rapport à entamer un cycle de resserrement de la politique monétaire. Mais à partir de la deuxième moitié de l'année 2022, on a vu on a commencé à parler de ce qu'on appelle la transmission des biens importés vers les biens locaux. 2023, on s'attendait à une normalisation de l'année agricole de manière à ce que l'inflation alimentaire commence à baisser, mais ce n'était pas le cas. Et le process de transmission des biens importés vers les biens locaux s'est poursuivi. Et il y a un autre élément, c'est qu'on a commencé à avoir des ajustements au niveau des prix qui sont plus expliqués par une volonté des ménages, des opérateurs économiques de préserver leur marge et de préserver leur pouvoir d'achat. 2024, si bien sûr l'hypothèse principale c'est en cas de réalisation d'une année agricole moyenne, normalement les prix de l'alimentation devraient régresser, mais par contre la mauvaise nouvelle c'est que le gouvernement a annoncé le lancement de la décompensation totale, le processus de décompensation totale, ce qui devrait impacter un peu les prix des produits de première nécessité, mais également avec un effet d'impact sur d'autres produits. C'est-à-dire quand on va supprimer la subvention sur le gaz butane, donc c'est l'impact, il sera direct sur les légumes et les fruits. Et là, je pense que c'est pour ça que l'inflation devrait baisser. En fait, je dirais l'inflation sous-jacente qui exclut je dirais tout ce qui est volatile et tout ce qui est réglementé, c'est-à-dire impacté par l'État, devrait baisser. Mais par contre, l'inflation globale devrait rester à un niveau élevé. Donc, en résumé, on peut dire que l'inflation n'est pas encore derrière nous. En termes de déficit commercial, comme j'ai précisé, donc on voit qu'entre 2020 et 2022 comment ça a évolué et comment ça ralentit. Mais comme j'ai précisé, c'est-à-dire qu'on a quand même changé de palier en termes de déficit commercial. Et là, c'est très important parce que avant la crise, on était aux alentours de 180-200 milliards de dirhams en termes de déficit commercial. Maintenant, on est passé à un niveau de 300 milliards. Ça devrait ralentir en 2023 avec la baisse des prix, mais quand même, on est à 300 milliards. Donc, il faut un effort supplémentaire en termes de transfert des MRE, qui, en fait, heureusement qu'ils ont également changé de palier, mais les recettes touristiques également. Mais en fait, là, ça détermine le compte courant, et le compte courant, il ne peut être comblé que par deux choses. C'est soit par les IDE, les investissements directs étrangers, ou par l'endettement. Quand on voit un peu le 2022-2023, ce déficit du compte courant était essentiellement comblé par l'endettement. On voit l'endettement en dette extérieure publique, il a augmenté de plus 26,2%, 2 milliards en 2022 et 28,3 milliards en 2023, jusqu'à avril juste les 4 premiers mois de 2023, et l'endettement en monnaie étrangère prévu dans le cadre de la loi de finances 2023, c'est 60 milliards de dirhams. Là, c'est également un point à surveiller parce qu'on augmente notre endettement en monnaie étrangère pour pouvoir combler notre équilibre extérieur. Et là, c'est important à surveiller. Maintenant, on est arrivé aux politiques publiques. Donc, ce qu'on voit actuellement, c'est qu'il y a quand même, je dirais, un manque de cohérence entre l'évolution de la politique monétaire et la politique budgétaire.
on peut voir ça plus clairement en termes d'objectifs. Donc, on a la politique monétaire qui cherche à maîtriser le dérapage inflationniste, c'est-à-dire à baisser les prix. Par contre, on a la politique budgétaire qui vise la relance économique et le renforcement de la protection sociale. Donc, ce sont deux objectifs qui ne collent pas assez. En termes de moyens d'exécution de ces deux politiques, il y a la hausse du coût de financement, la hausse du coût de financement de l'économie et l'ancrage des anticipations, ce qui vise à resserrer un peu le cycle de croissance. Par contre, l'État cherche à améliorer la collecte fiscale, donc ça ne peut résulter que de la création de valeur et également à renforcer l'effort d'investissement. Les conditions de réussite, c'est que en fait, la Banque centrale arrive à augmenter le taux de financement de l'économie et bien sûr à réduire la demande globale. Par contre, on a le gouvernement qui cherche à dynamiser la croissance pour collecter plus de recettes fiscales. Donc l'incohérence, je dirais, entre les deux politiques limite le potentiel de réalisation des objectifs. Côté politique monétaire, on voit qu'il y a un creusement du déficit qui a été plus ou moins ralenti par deux choses, la sortie à l'international et l'opération d'open market que le Trésor a décidé, que la Banque centrale a décidé de mener en avril. C'était à travers l'achat des titres BDT pour pouvoir soulager le Trésor, mais également d'injecter d'une manière structurée de la liquidité. Mais on voit de l'autre côté, je dirais que l'autodirecteur qui a augmenté de 150 PBS. Donc on voit un resserrement. Et là, c'est un point qui est très important parce que quand on observe un peu les banques centrales au niveau international, que ce soit la BCE et la Fed, les deux resserrements sont réalisés à la fois. C'est-à-dire que quand la BCE a annoncé le resserrement de sa politique monétaire, elle a commencé à réduire ses injections. Parce qu'on ne peut pas laisser le robinet ouvert et essayer de contrôler le débit, ça va être un peu difficile. Soit on met les deux actions à la fois, soit c'est-à-dire ça bloque un peu la réalisation de l'objectif. Et quand on voit un peu les injections, c'est-à-dire comment la Banque centrale comble ce déficit, on voit qu'il garde le marché en surliquidité déclaré entre 10 et 15 milliards de dirhams. C'est-à-dire qu'avant la crise, la Banque centrale injectait en fonction de ce qu'on appelle la demande de la monnaie, c'est une fonction qui prenne en considération deux facteurs très déterminants. C'est l'évolution du cash en circulation qui sort des banques, mais également ce qui s'évapore à travers les réserves de change. C'est-à-dire quand on est en déficit commercial, donc on achète des devises contre de la monnaie locale. Et là, la Banque centrale essaie de combler ces deux facteurs autonomes de la liquidité bancaire. À partir du déclenchement de la crise, la Banque centrale sert la totalité de la demande des banques lors des appels d'offres à 7 jours. Et elle essaie de garder une bonne partie de ses avances. On va voir ça par la suite. Il essaie de garder une bonne partie de ses avances, soit à travers les avances long terme ou structurelles. Les avances long terme, c'est bien sûr les pensions livrées et les prêts garantis que la Banque centrale finance. Et la fameuse opération d'open market. Donc, en résumé, la Banque centrale resserre côté taux, mais garde le système légèrement en surliquidité, avec des ressources qui sont plus ou moins stables, plus stables. Résultat, bien sûr, une maîtrise parfaite de l'objectif opérationnel qui est le TNP. Maintenant, on va passer à une évaluation de comment ce virage de la politique monétaire restrictive, comment on peut l'évaluer. Entre les 5 canaux de transmission de la politique monétaire qui sont le canal taux, le canal crédit, le canal change, le canal prêt des actifs et le canal anticipation, il y a 2 canaux qui sont très importants pour l'économie nationale. Il y a le canal taux, bien sûr, c'est les taux débiteurs et créditeurs, et le canal crédit. Le canal taux, quand on voit un peu l'évolution des taux auxquels les banques servent leurs clients, on voit quand même une transmission de la hausse du taux directeur vers les taux débiteurs, mais qui reste quand même partielle. Selon l'enquête Banque Maghreb, il est estimé à 79 PBS. Quand même 79 PBS parce que l'enquête elle est arrêtée à fin mars. Donc fin mars, on était quand même à 100 points de base d'augmentation. C'est à partir de mars qu'on est passé à 150. Donc quand même nous sommes à un taux de réalisation de 79%. L'impact il est plus ressenti du côté des entreprises que du côté des consommateurs. Côté entreprise, c'est plus 104 PBS des crédits de trésor et 179 PBS pour les crédits. Pardon, là il y a une petite erreur par rapport aux crédits à l'équipement. Par contre, côté ménage, c'est 56 PBS pour les crédits à la consommation et seulement 10 PBS pour les prêts immobiliers. C'est-à-dire que déjà, la transmission, elle est différente du côté entreprise, côté ménage.
Maintenant, quand on voit un peu l'impact sur les crédits, on voit que les crédits continuent à augmenter. Et comment c'est tiré? C'est tiré plus par les entreprises, qui donne un résultat relativement contradictoire. C'est-à-dire que les taux aux entreprises augmentent, mais les crédits aux entreprises augmentent. Par contre, les taux aux ménages, il n'y a pas d'impact significatif et ça décolle pas. Aux entreprises, pourquoi ça décolle? Parce qu'il y a les mécanismes de garantie de Tchamwilkom, de l'ancienne caisse de garantie, qui permet toujours la transmission des crédits vers les entreprises. Côté ménage, il y a les conditions qui sont défavorables, c'est-à-dire la baisse des revenus, la hausse des chômages, etc. Donc on ne voit pas vraiment la transmission des crédits à travers la politique monétaire, mais plutôt à travers les conditions économiques. Maintenant, on va passer au taux créditeur, qui est un objectif secondaire de la politique monétaire, parce que il y a quand même une baisse de l'épargne, il y a quand même une baisse comme j'ai précisé, des DAT, etc., en faveur de la monnaie liquide, etc. Donc, il y a une deuxième facette de cette politique monétaire restrictive, c'est d'augmenter les taux créditeurs et rebalancer ce déséquilibre créé entre monnaie liquide et monnaie plus stable. Et là, on voit que la transmission, elle est plus faible, que ce soit pour les DAT, 6 mois, elle est que de 32 PBS, et pour les 12 mois, 53 PBS. Donc, on va essayer de recenser un peu, d'évaluer à travers le process de la Banque centrale. Donc, les instruments utilisés, c'est la hausse de 150 PBS. Par contre, on voit que la partie injection, maintien du système en surliquidité, et bien sûr avec un encours plus lent. Il y a une maîtrise parfaite du TMP, parce que le marché est en surliquidité, donc en fait surliquidité pas très importante pour impacter à la baisse, mais quand même le TMP il est gardé aligné au taux directeur, ce qui est une réussite sur le plan opérationnel. En termes de cible intermédiaire, une transmission partielle pour les taux débiteurs, un rythme soutenu pour les crédits, donc c'est-à-dire que il n'y a pas de véritable impact sur les crédits. Transmission faible vers les taux créditeurs, donc ce qui laisse toujours l'hémorragie de la hausse de la masse monétaire liquide. En termes de cible finale, on n'a pas recensé une baisse de l'inflation, parce que les sources d'inflation, c'est une inflation importée, c'est la sécheresse, c'est la transmission des biens échangeables vers les non échangeables. Il y a par contre le risque d'inflation monétaire qui pourra apparaître sur le moyen et le long terme. Maintenant, côté politique budgétaire, on voit qu'en fait, il y a une forte amélioration des recettes. Le solde ordinaire qui s'améliore parce que l'État cherche son équilibre sur la partie ordinaire pour ne pas se financer, pour financer les dépenses courantes. Donc il y a quand même un redressement de la partie ordinaire. Il y a un effort d'investissement qui est colossal, donc qui cherche à faire tourner l'économie, à créer de la valeur ajoutée, Et il y a bien sûr le volet, déficit public qui est assez surveillé pour ne pas perdre la crédibilité, surtout au niveau international. Et maintenant, on va passer à comment ce cadrage macro et ces policiers mix impactent un peu le marché, principalement le marché des bons du Trésor. En termes de besoins, on voit un changement de stratégie dans le mode de financement du Trésor en 2023. Et c'est plus expliqué par la conjoncture du marché en 2022, parce que en 2022, le Trésor s'est engagé sur un financement à l'international de 40 milliards qu'il n'a pas pu concrétiser. Donc il s'est tourné vers le marché intérieur qui était relativement plombé par le fait qu'il y avait la hausse du taux direct, les hausses des taux directeurs, les anticipations haussières des opérateurs, le Trésor de son côté qui voulait pas valider la hausse des taux et aligner la courbe primaire à la courbe secondaire. Donc ce qui a plombé le marché. Et ce qui a poussé le Trésor à recourir lors du dernier trimestre de l'année 2022 à des opérations que je peux qualifier d'opérations exceptionnelles. D'ailleurs, cette phase a été très suivie par CADIL en termes de publication, parce que c'était une phase qui est assez particulière, parce que le Trésor il a mené des opérations à taux variable, des opérations à très court terme, c'est-à-dire qu'il ressort de son cadre de 13 semaines à 30 ans. C'était des opérations de moins de 13 semaines pour pouvoir gérer. Il a alourdi d'une manière très considérable ses tombées en 2023. Les tombées en 2023, en fait, par rapport à 2022, il y avait une hausse à plus que 3 chiffres.
Et il s'inquiétait par rapport à cette physionomie qui est devenue un peu particulière du marché intérieur. Donc il a essayé de se focaliser en 2023 sur le marché, je dirais, international, malgré le rétrécissement des conditions de financement. Promesse donnée, promesse tenue par le Trésor. Quand on voit un peu son mode de financement en 2023, pardon, au cours des 4 premiers mois, il a essayé d'accélérer ses sorties à l'international. Il a levé 2,5 milliards de dollars en mars. Il a demandé la LCM au FMI qui a été accordée en avril. Donc il a sécurisé son financement à l'international. Il a opéré pas mal de petits changements c'est-à-dire au niveau du marché local, avec l'alignement de la courbe primaire sur la courbe secondaire, en validant bien sûr la hausse des taux, et à travers une gestion active de la dette, en menant des opérations d'échange afin d'alléger cette embûche en 2023 et 2024 et repousser ces échéances c'est-à-dire pour remédier à son recours qui était intense aux maturités très courtes en 2022. Donc quand on voit un peu l'évolution de la courbe primaire en 2023, quand même il y avait des évolutions assez importantes, mais on voit que la partie courte était, l'évolution était étroite, parce que c'est une partie qui est toujours demandée quand il y a des changements de la politique monétaire, surtout en cycle aussi. C'est pas ça, ça bloque. Côté volet secondaire, on a vu en fait en début d'année comment la courbe secondaire était très décalée par rapport à la courbe primaire. Après les efforts réalisés, on voit que les deux courbes se sont alignées. Là, ce sont les deux courbes, c'est-à-dire les plus récentes. En termes de demande primaire, la demande reste toujours concentrée sur le court terme, mais au cours des derniers mois, on voit un retour sur les parties moyennes et longues de la courbe. Maintenant, nous sommes arrivés aux prévisions CG Capital pour le Conseil de Banque Maghreb. Donc, on prévoit un statu quo. Le statu quo, c'est-à-dire l'argumentaire derrière, c'est que déjà la fragilité de la reprise, surtout secondaire, comme on a vu, même la prévision de 2,6 pour l'année 2023, c'est une prévision qui est plus axée sur l'amélioration de la valeur ajoutée agricole à cause de l'effet de base. Comme j'ai précisé, la saison 2022-2023 était légèrement meilleure que celle de 2021-2022, donc ce qui devrait corriger un peu à la hausse là. Par contre, la valeur ajoutée secondaire et tertiaire, on s'attend à un ralentissement qui est plus lié à la demande étrangère, etc. Donc c'est une conjoncture qui s'annonce mauvaise pour la partie non agricole. Il y a la transmission partielle, comme j'ai précisé, que ce soit autodébiteur, autocréditeur, mais également au crédit. Et il y a bien sûr le faible impact sur la stabilité des prix. On a vu les derniers chiffres de l'inflation, et ça n'annonce pas un ralentissement pour les prochains mois. Et il y a bien sûr ce que j'ai évoqué lors de la présentation, c'est le manque de cohérence entre la politique budgétaire qui cherche à relancer et la politique monétaire qui cherche à resserrer. Je pense que j'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Si Ahmed pour ce tour d'horizon très passionnant. Votre prévision de statu quo a provoqué quelques réactions dans la salle, donc j'imagine qu'il y aura des questions tout à l'heure. Mais avant de prendre vos questions, notez-les bien. On va quand même laisser le temps à Madame Khadija El-Moussili de nous faire sa présentation avant d'ouvrir complètement. Bonjour tout le monde. Donc à mon tour, pardon. Alors à mon tour, je tiens à remercier la Bourse de Casablanca et la PSB pour leur invitation et pour cette belle initiative de façon générale. Donc comme l'a rappelé tout à l'heure Adil, la présentation de BMCE Capital Global Research aujourd'hui va porter sur nos prévisions pour le marché actions en 2023, donc notamment en termes de capacité bénéficiaire.
Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire un petit overview de ce qui s'est passé sur le marché actions en 2023, donc en 2022 pardon. Donc comme vous pouvez le voir sur le graphe, après un début d'année qui était quand même assez positif, la bourse de Casablanca a entamé une tendance baissière en raison justement de la guerre en Ukraine, mais aussi de la déclaration de l'état de sécheresse, ce qui a justement conduit à des baisses de près de moins 8% et de moins 9% pour les MASI et MASI 20 sur le T4 2022, surtout après la première hausse du taux directeur, mais aussi la présentation du PLF 2023. Et donc en 2023, après un début d'année qui était quand même assez chaotique, on a assisté à une certaine reprise du marché actions avec la publication justement de très bons résultats en 2022, mais aussi au T1 2023. Donc, en termes de volumétrie, à fin mai 2023, le flux transactionnel est ressorti en baisse de près de 23% à 11 milliards de dirhams. Donc, c'est une baisse qui s'explique principalement par un recul de près de 27% des volumes qui ont été échangés sur le marché central. Mais c'est une baisse qui aussi a été compensée partiellement par une hausse de près de 60% des volumes qui ont été drainés sur le marché de bloc en raison de pas mal d'opérations qui ont été constatées sur le mois de mars. Donc, pour Ciment du Maroc, Maroc Télécom et Cosumar. Alors, donc avant de passer aux prévisions pour l'année 2023, je vais revenir rapidement sur les réalisations des sociétés cotées en 2022. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'année 2022 a été globalement bonne quand on voit un peu ce qui s'est passé au cours de l'année, donc à savoir la guerre en Ukraine, les hausses du taux directeur, etc. Donc, en termes de chiffre d'affaires, on était sur une progression de près de 14% à 285 milliards de dirhams. Donc, c'est une hausse qui s'explique par trois principaux éléments. Donc, le premier élément concerne la bonne tenue des revenus des industries qui se sont amélioré de près de 18%. Donc, c'est une hausse qui est redevable principalement aux ventes des opérateurs gaziers en raison justement d'un effet prix positif suite à la flambée des cours des hydrocarbures à l'international, des secteurs de la production énergétique, donc avec une hausse des frais d'énergie, mais aussi de l'agroalimentaire. Pour les financières, le PNB s'est amélioré de près de 6% à 73 milliards de dirhams. Donc, c'est une hausse qui provient de l'ensemble des banques cotées, mais principalement Tijari Wafa Bank et Bank of Africa, en dépit d'une hausse des taux monétaires obligataires au Maroc. Et sinon, pour le secteur des assurances et de courtage, donc on est sur une progression de près de 8% des primes émises brutes à 22 milliards de dirhams. Donc, c'est une hausse qui provient principalement de la bonne performance commerciale de Wafa Assurance, notamment sur la vie. Donc ça, c'est par rapport au chiffre d'affaires. En termes de capacité bénéficiaire, le RNPG global a affiché une légère baisse de près de 1% à 29 milliards de dirhams en 2022. Donc c'est une baisse qui s'explique par deux principaux éléments. Donc le premier, c'est les éléments exceptionnels qui ont impacté le RNPG de Maroc Télécom en 2022, donc à savoir l'amende de la NRT qui a été réglée pour un montant de 2,5 milliards de dirhams, mais aussi le contrôle fiscal qui a été dénoué pour un montant de 618 millions de dirhams. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément porte sur la baisse des marges des industries qui n'a pas été entièrement compensée, donc ni par l'effet prix positif qui a d'ailleurs été constaté par la quasi-totalité des secteurs industriels, ni par la baisse du coût du risque pour les banques. Donc si on retraite le RNPG global de ces éléments exceptionnels, la capacité bénéficiaire aurait progressé de près de 6% à 31 milliards de dirhams, ce qui est quand même une progression assez exceptionnelle pour l'année 2022. Alors, donc si on analyse un peu le breakdown de l'évolution de la capacité bénéficiaire en 2022. Donc, on voit que le plus gros de la contribution positive provient des banques en raison justement d'une bonne dynamique commerciale, mais aussi d'une poursuite de la baisse du coût du risque. Des mines aussi, en raison d'une combinaison de pas mal d'éléments qui étaient positifs, donc que ce soit l'effet prix, l'effet de change ou l'effet de périmètre. En face, on a aussi une contribution négative, donc qui provient principalement de Maroc Télécom, en raison des éléments que j'ai cités tout à l'heure, mais aussi du secteur des matériaux de construction à cause justement d'un effet volume qui a été défavorable en 2022. Alors, je vous propose de passer aux perspectives qui devraient se présenter pour le marché actions en 2023. Donc, en termes de croissance économique, on devrait être sur une accélération de l'activité économique avec une progression du PIB qui est estimée à 2,6% en 2023. Donc, c'est une progression qui devrait être portée principalement par une amélioration de la valeur ajoutée agricole. Donc, c'est vrai que cette année, on table sur une récolte céréalière qui devrait être aux alentours de 55 millions de quintaux contre 34 millions de quintaux l'année dernière en raison justement d'une meilleure pluviométrie qui a été constatée
constaté sur le mois de février. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un niveau qui reste quand même inférieur à celui normatif de 70 millions de quintaux, parce qu'effectivement, les conditions météorologiques n'étaient pas très favorables en mars et en avril. Mais c'est quand même un niveau qui reste intéressant par rapport à ce qu'on a pu constater l'année dernière. Donc cette projection favorable en termes de croissance économique est en train de se confirmer aujourd'hui, avec les premières estimations de croissance économique pour le T1 2023 et le T2, donc ils s'établissent à 3% et à 3,2% respectivement. Donc ça, c'est un peu les éléments positifs qui devraient porter la croissance économique. En termes d'éléments négatifs, on a toujours l'inflation qui devrait persister en 2023, en dépit justement d'un resserrement des politiques monétaires. Donc on devrait être sur une décélération à plus 5,5% contre plus 6,6% l'année dernière. Et c'est une situation qui commence justement à peser sur le pouvoir d'achat des ménages et qui devrait impacter négativement la consommation en interne. Autre point négatif, c'est les risques de récession qui planent toujours chez les principaux partenaires du Royaume, en raison justement du resserrement des politiques monétaires auxquelles on a assisté un peu partout dans le monde. Alors, par rapport à la capacité bénéficiaire, donc en 2023, on s'attend à une hausse de près de 19% du RNPG de notre scope 40. Donc, c'est une hausse qui s'explique par deux principaux éléments. Donc, le premier, c'est la non-récurrence des éléments exceptionnels négatifs qui avaient impacté le RNPG de Maroc Télécom l'année dernière. Et le deuxième, c'est la bonne tenue des mines. Donc, ça, c'est les hypothèses qu'on avait retenues début mai pour justement pouvoir aboutir à notre capacité bénéficiaire prévisionnelle. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, donc pour Maroc Télécom déjà, il y a pas mal de litiges juridiques qui sont en cours et qui peuvent affecter sa capacité bénéficiaire. Donc on n'est pas à l'abri du paiement d'une nouvelle amende, donc que ce soit au Maroc ou au Mali. Et pour les mines, donc il y a aussi une instabilité politique dans certains pays où sont présentes les sociétés minières, notamment le Soudan pour Managem, ce qui peut justement impacter son RNPG pour l'année 2023. Donc sinon, il y a pas mal d'éléments positifs ou négatifs qui peuvent soit porter, soit freiner la capacité bénéficiaire en 2023. Donc, en termes d'éléments positifs, on a la poursuite de l'allègement du coût du risque pour les banques, la hausse des cours des métaux précieux et de base pour les industries, l'orientation baissière de certains intrants, notamment les hydrocarbures. Donc, ça, c'est un peu les éléments positifs qui peuvent tirer la capacité bénéficiaire. Sinon, en termes d'éléments négatifs, donc, on a la revue à la hausse du barème d'imposition de l'IS dans le cadre de la loi de finances 2023, mais on a aussi le risque de contrôles fiscaux qui peuvent altérer la capacité bénéficiaire. Donc, on a déjà eu une première vague en 2022 avec Maroc Télécom, Atlanta Sanad, BCP, même si le contrôle fiscal de BCP était provisionné, donc on n'a pas vraiment eu d'impact sur la rentabilité, mais on n'est pas à l'abri d'une nouvelle vague cette année, donc en 2023. Par rapport au marché financier, donc après une fin d'année 2022 qui a été marquée par des hausses du taux directeur et un début d'année 2023 qui était quand même assez chaotique avec le marquage de la courbe des taux, on assiste aujourd'hui à une stabilisation du marché obligataire, donc en raison, juste parce que on se dit que les plus grosses augmentations en termes de taux directeur ont déjà été opérées, donc aujourd'hui on table soit sur un statu quo, soit sur une hausse de 25 points de base pour le taux directeur, et donc on devrait plus être sur une stabilisation du marché obligataire avec un regain de confiance des investisseurs, mais aussi un retour d'appétence pour des maturités qui sont plus longues. Pour le marché boursier, on s'attend à une reprise à partir du S de 2023, donc avec un niveau de valorisation qui reste quand même très intéressant de la bourse de Casablanca, avec un PE de 16,7 fois en 2023 selon nos prévisions. Donc c'est le niveau le plus faible sur les 10 dernières années, mais aussi tiré par la publication de très bons résultats. Donc on l'a bien vu au T1 avec un chiffre d'affaires global qui était en hausse de près de 7%. Alors, par rapport à l'arbitrage action-obligation, donc aujourd'hui, cet arbitrage est favorable au marché obligataire, donc avec un dividend yield de 3,8% en 2023 selon nos prévisions, contre 4,6% pour les BDT 10 ans, ce qui induit justement un arbitrage défavorable à l'action avec un spread de près de 94 points de base. Et il me semble que c'est la première fois depuis 2015 qu'on est sur un arbitrage favorable au marché obligataire. Alors, je vous propose de passer à nos prévisions chiffrées, donc en termes de capacité bénéficiaire. Donc, pour l'année 2023, comme je l'ai dit tout à l'heure, on table sur une hausse de près de 19% de la capacité bénéficiaire à 31 milliards de dirhams, suivie d'une consolidation de cette tendance haussière avec une progression de près de 4% en 2024. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une hausse qui est attribuable principalement à la bonne tenue du RNPG des industries, qui devrait d'ailleurs s'améliorer de près de 32%. Donc, il y a trois principaux éléments qui expliquent cette hausse. Donc,
le premier élément concerne la non-récurrence des éléments exceptionnels qui ont impacté Maroc Télécom l'année dernière, donc comme je l'ai dit tout à l'heure. Le deuxième, c'est la bonne tenue attendue du RNPG de Managem en raison d'un effet prix et volume qui devrait être positif. Je vous rappelle que c'est des hypothèses qu'on avait retenues début mai, donc avant tout ce qui s'est passé au Soudan. Et sinon, le dernier élément, c'est la bonne tenue des réalisations de boissons du Maroc, donc avec un résultat non courant qui est attendu en hausse après la cession justement de sa filiale euro-africaine des eaux, qui est d'ailleurs propriétaire de la marque Ain Ifrin. Donc si on retraite le RNPG des impacts des éléments exceptionnels qui avaient impacté Maroc Télécom, on serait quand même sur une hausse de 6% du RNPG, donc on serait quand même sur une tendance haussière. Alors si on analyse un peu le breakdown de l'évolution de la capacité bénéficiaire en 2023, donc on voit que le plus gros de la contribution provient de Maroc Télécom, suivi des mines. En face, on a aussi une contribution négative qui provient principalement de Taqa Morocco en raison de l'impact d'une indexation négative, mais aussi de la Belle Vie, parce qu'effectivement, le résultat non courant de 2022 avait été porté par sa stratégie d'externalisation foncière. Alors, on a fait l'exercice de justement calculer une variation de la capacité bénéficiaire en retraitant les contributions de celles de Maroc Télécom et des mines. Donc, si on prend en compte des contributions qui sont nulles de Maroc Télécom et des mines, on serait quand même sur une hausse de 5% de la capacité bénéficiaire. Donc, c'est quand même une hausse qui est pas mal pour l'année 2023. Alors, donc, par rapport aux indicateurs boursiers, donc si on tient compte d'une hausse de 19% de la capacité bénéficiaire, mais aussi de l'évolution des cours boursiers, donc on devrait être sur des niveaux de PE de 16,7 fois en 2023 et de 16,1 fois en 2024. Donc, c'est les niveaux les plus faibles sur les 10 dernières années. En termes de dividendes, donc si on prend en compte une hausse de près de 13% de la masse des dividendes, on devrait être sur un dividend yield de 3,8% en 2023 contre 3,5% en 2022 et 4,6% pour les BDT 10 ans et de 4% en 2024. Alors, donc maintenant qu'on a vu nos prévisions pour les années 2023 en termes de capacité bénéficiaire, je vais revenir rapidement sur les réalisations des sociétés cotées au T1 2023 qui étaient d'ailleurs très bonnes. Donc le chiffre d'affaires s'est amélioré de près de 7% à 73 milliards de dirhams. Donc c'est une hausse qui provient principalement de la bonne orientation des revenus des industries qui se sont améliorés de près de 8% à 47 milliards de dirhams. Donc c'est une hausse qui a été portée principalement par les revenus de Taqa Morocco en raison d'une hausse des frais d'énergie, du bond de 26% du top line de la Belle Vie, donc avec une augmentation des volumes, mais aussi une amélioration de la fréquentation client et une augmentation des sales de Maroc Télécom qui provient principalement des filiales à l'international. Sinon, pour les financières, donc, on est sur une progression de près de 4% à 18 milliards de dirhams. Donc, c'est une progression qui est redevable principalement aux croissances à deux chiffres qui ont été affichées par la marge d'intérêt et la marge sur commission, mais qui ont été atténuées naturellement par le recul du résultat sur opération de marché en raison de la hausse du taux directeur. Et sinon, pour les assurances, donc, on est sur une progression de près de 6% à 7 milliards de dirhams qui provient justement de la bonne orientation de l'activité non-vie, mais qui intègre aussi une baisse de la branche vie de moins 8% qui s'explique par un contexte financier défavorable qui a justement impacté les produits en unités de compte. Donc pour le T1, donc en termes de contribution, donc on voit que le secteur de l'électricité qui est représenté par Taqa Morocco participe à hauteur de 28% à la croissance du chiffre d'affaires, donc suivi de la distribution alimentaire, du secteur bancaire, de l'agro et du secteur des assurances. Sinon, en termes de taux de réalisation, donc on est sur un taux de 24,3% qui est parfaitement en ligne avec nos prévisions pour l'année 2023. Alors, dernière diapo, donc on a fait un petit exercice pour mesurer justement le potentiel de croissance qui pourrait se présenter pour le marché action en 2023. Donc, on a mis en place 3 scénarios. Donc, un scénario central qui prend en compte une évolution de la croissance bénéficiaire de 5%. Donc, c'est l'évolution que j'ai présentée tout à l'heure qui est retraitée des contributions de Maroc Télécom et des mines. On a aussi pris en compte un scénario prudent avec une croissance bénéficiaire de moins 5% et un scénario optimiste avec une croissance bénéficiaire de 10%. Donc, si on tient compte d'une capitalisation de notre scope 40 de 511 milliards de dirhams au 9,6, donc on aboutit à des PER induits de 18,9 fois pour le scénario central, de 20,9 fois pour le scénario prudent et de 18,1 fois pour le scénario optimiste. Donc maintenant, pour pouvoir mesurer justement le potentiel de croissance ou de baisse qui peut se présenter pour le marché action, donc on a ressorti les niveaux les plus hauts et les plus bas de PE depuis 2009. Donc on a le plus bas de fourchette qui s'établit à
15,6 fois et le plus haut de 23,7 fois. Donc on aboutit à un potentiel de croissance pour la bourse de Casablanca de 25% si on veut justement atteindre un niveau de 23,7 fois et un potentiel de baisse de moins 17% pour un PE justement de 15,6 fois. Donc voilà, c'est tout pour la présentation. Merci. Merci beaucoup pour Khadija, très claire, très précise comme d'habitude. Merci à vous également, Si Ahmed Zhani, pour la présentation. Alors la parole est à vous dans la salle si vous avez des questions. N'hésitez pas. Alors la première est la plus difficile. Moi, je vais me permettre de vous poser quelques questions, si vous le permettez, en attendant de voir s'il y en a dans la salle. Je commence par vous, Ahmed. Vous avez parlé tout à l'heure de la circulation de cash, de l'indicateur de l'agrégat M1 qui augmentait depuis la pandémie, il me semble, on l'a vu sur votre graphe. Qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui que l'impact sur l'inflation de l'augmentation du cash n'est pas encore perceptible, qu'elle le sera qu'à moyen et long terme? Vous avez dit tout à l'heure que l'inflation monétaire va être perceptible à moyen et long terme. Pourquoi il ne l'est pas dès maintenant? Merci, c'est Adil. Donc, pour commencer, il y a un point qui est très important, c'est-à-dire il y a un différentiel qui se crée entre la création monétaire et la création de richesse. C'est-à-dire qu'il y a de la monnaie qui circule plus que de la production. Ça d'un côté, tenant compte que nous sommes c'est-à-dire une économie qui dans la consommation est alimentée beaucoup par les produits importés, c'est-à-dire qu'on a un taux de pénétration qui est assez important des biens importés. Donc une création de la masse monétaire qui dépasse la production et dont une partie sera convertie pour importer des biens, déjà c'est une chose à surveiller. Maintenant par rapport à l'impact sur l'inflation, il y a c'est-à-dire sur le moyen et le long terme, il y a ce qu'on appelle le canal des prix des actifs ou le canal de richesse, c'est-à-dire que pour l'instant l'évolution de la masse monétaire, quand on voit un peu la distribution de crédit, ça part du côté des entreprises comme j'ai précisé, mais par la suite ça devrait atterrir chez les personnes, c'est-à-dire et on voit ça quand on voit un peu les statistiques du ACP en termes d'épargne, il y a quand même un ralentissement de l'épargne des ménages en faveur d'une hausse de l'épargne des entreprises. Et là, la hausse de l'épargne des entreprises devrait déclencher à moyen terme ce canal des prix des actifs et de richesse, parce que l'argent cumulé par la suite par les particuliers devrait servir à créer ce qu'on appelle une bulle, probablement pas sur le marché financier mais sur les actifs immobiliers. Et là, ça devrait alimenter bien sûr un pouvoir d'achat supplémentaire chez les ménages qui devraient devenir plus riches en vendant leurs actifs immobiliers, et ce qui devrait alimenter une inflation qui est plus tirée par la demande. Là, on va voir la demande, parce que contrairement aux États-Unis qui a injecté de la liquidité directement auprès des ménages, on a vu l'impact directement sur la demande. Là, c'est l'argent qui est en train de prendre un autre circuit, c'est passé par la production, tomber chez les agents économiques capitalistes capables de générer du cash, parce que en période de crise, l'argent change de main de chez les consommateurs vers les producteurs. Et là, ça devrait alimenter une bulle, des actifs sur le moyen et le long terme. Ok, merci. Des questions? Khadija, peut-être une question pour vous. On a assisté à 3 hausses du taux directeur. On s'attend à potentiellement une 4e. Ou plus, j'en sais rien. En tout cas, on s'attend à le consensus entre 0 et 25 points de base. 0 pour vous et à peu près 0 et 25 points de base pour vous. Quel a été finalement l'impact de tout cela sur l'activité des banques? Est-ce qu'ils en ont vraiment profité comme on le pensait en théorie? Alors, nous, déjà, en termes de prévision, donc on s'attendait, en termes de marge d'intérêt, à une décélération de ce poste, justement, avec même peut-être une baisse sur le S1, mais une baisse qui devrait être atténuée graduellement avec le renouvellement, justement, de l'encours de crédit à des taux qui sont plus élevés. Et sinon, en termes de résultats sur opération de marché, donc on s'attendait à une baisse de près de 3% sur l'année 2023, qui prend en compte, justement, l'impact d'éventuelles hausses du taux directeur qui vont être lissées sur l'année. Après, quand on voit les résultats des banques, justement,
justement au T1 qui était très très bon en termes de marge d'intérêt. On se dit qu'effectivement, on sera sur de meilleurs résultats que ce qu'on avait prévu. Donc, on attend la publication des résultats au S1 pour justement pouvoir revoir nos prévisions. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces résultats ont été tirés principalement par l'Afrique. Donc, le PNB en social est quand même en baisse comparativement à celui consolidé. Donc, on voit qu'il y a quand même un impact au niveau social, donc au Maroc, mais surtout pour le résultat sur opération de marché et sur le T1, donc avec le marquage de la courbe des taux qui a eu lieu en janvier. Donc, c'est ce qui a impacté négativement le résultat sur opération de marché, qui a d'ailleurs baissé de près de 87% sur le T1, mais c'est un impact qui va être lissé tout au long de l'année, donc on ne devrait pas être sur une baisse aussi importante d'ici fin 2023. J'en profite, vous avez le micro. Il y a un changement sur la fiscalité des entreprises, notamment sur l'IS. Est-ce que vous pouvez nous parler des impacts potentiels ? Alors, c'est vrai que la loi de finances prévoit pas mal de changements cette année. Donc, en termes de taux d'imposition, pour les sociétés qui affichent un bénéfice net fiscal qui est supérieur à 100 millions de dirhams, donc on devrait passer d'un taux de 31 à 35%. Et pour les établissements de crédit et les assurances, donc on passe de 37% à 40% avec un étalement sur 4 ans, bien sûr. Donc, on a fait l'exercice justement de voir l'impact de cette nouveauté sur les comptes en 2023 et on devrait aboutir sur un impact négatif de près de 450 millions de dirhams, donc pour notre scope de valeur, okay. 40 valeurs. C'est beaucoup, 450 millions de dirhams d'impact ça ne devrait pas avoir un impact très important sur la capacité bénéficiaire globalement, mais bon, c'est quand même une perte pour la capacité bénéficiaire. Des questions ? Allez-y, madame. En sachant que pendant plusieurs années, le Trésor a mis en avant le fait qu'il avait recours à l'endettement intérieur. Qu'est-ce que vous pensez de tout ceci, le fait qu'on ait recours depuis 2020 et cette année de plus en plus à la ligne de crédit, quand bien même elle serait modulable, et quel est l'impact sur la relance économique du Maroc? Merci. Merci à vous. Donc, comme j'ai précisé lors de la présentation, c'est-à-dire que certes, lors des dernières années, le Trésor a focalisé ses levées au niveau du marché intérieur. Et ça, c'est pas anodin parce que c'est lié à un certain nombre de réformes qui sont gérées en parallèle, notamment la réforme du régime de change qui exige c'est-à-dire de baisser la dépendance vis-à-vis de l'étranger, c'est-à-dire la dépendance en monnaie étrangère. Mais comme j'ai précisé, après le déclenchement de la crise Covid-19, comme j'ai salué, en fait, les pouvoirs publics ont mis comme priorité la préservation des réserves de change. Quand on voit un peu ce qui se passe, comme d'ailleurs j'ai mentionné, ce qui se passe chez les pays voisins, notamment la Tunisie, avec la baisse importante de leurs réserves de change, et surtout en termes de couverture au mois d'importation, parce que c'est très important, les réserves en nominat, c'est pas très significatif. Si on est importateur à 90%, même si on a des réserves qui sont importantes, ils vont être consommés rapidement. On voit également le cas de l'Égypte. Donc, pour éviter à ce que le Maroc tombe dans ce genre de problème qui est très difficile à gérer parce que ça nous laisse à la merci que ce soit des institutions financières internationales, des groupes de pays, etc. Donc, le recours à la LPL, ça a été contracté en 2011, ça a été reconduit à plusieurs reprises. C'était critiquable, c'est-à-dire hors crise. Mais après l'arrivée de la crise, on a vu que c'était une décision judicieuse de la garder et de tirer sur cette ligne-là. Avec ce qui s'est passé en 2022 sur le marché intérieur, notamment le blocage en termes de financement, comme j'ai précisé, les autorités ont privilégié le financement à l'international et c'était également pour renforcer les réserves de change une deuxième fois et en demandant la LCM. La LCM, contrairement à la LPL, c'est une ligne qui est accordée aux pays qui ont des fondamentaux solides.
contrairement à la LCM qui est plus en fait accordée à des pays qui ont des problèmes de réserve de change et qui sont, je dirais, vulnérables à un choc externe. La LCM, c'est au-delà en fait je dirais de la valeur nominale de la ligne. C'est une ligne qui rassure le marché international par rapport à votre position. C'est-à-dire que si on prend le cas de l'Égypte ou la Tunisie, ils vont mal réussir une sortie à l'international, chose qui a été faite d'une manière assez simple et assez confortable par le Trésor au mois de mars. Donc, en fait, la LPL a permis d'assurer la phase de transition post-crise, et la LCM, il vient pour renforcer la position du Maroc et bien sûr sa crédibilité vis-à-vis des investisseurs étrangers. Et je pense que ça ne peut avoir que des impacts positifs aussi bien sur le coût de financement à l'international, mais également sur les réserves de change et la croissance économique nationale. Merci à vous. Si Ahmed, statu quo, ça veut dire que vous ne voyez plus de hausse du taux directeur pour le reste de l'année? Le statu quo, c'est par rapport au prochain conseil. Maintenant, exactement. Je ne m'engage pas pour le reste. Mais bon, c'est-à-dire quand on observe un peu ce qui se passe au niveau international, on voit que l'ensemble des banques centrales, ils ont soit ralenti, soit arrêté leur cycle de resserrement. Et j'aimerais zoomer sur un point qui m'interpelle, parce que surtout de l'économie chinoise. L'économie chinoise, c'est la seule économie qui a réalisé un taux de croissance positif en 2020, lorsque tout le monde réalisait des taux négatifs. Par la suite, qui a entamé un cycle de récession, je dirais volontaire, à travers la stratégie zéro Covid, qui a un taux d'inflation quasi nul, alors que l'ensemble des pays réalisent des taux d'inflation qui sont trop élevés, et qui est en train de mener une politique, je dirais, expansionniste, alors que tout le monde est en train de resserrer. Donc, on voit qu'il y a une main invisible qui est en train d'impacter l'économie, je dirais, internationale. Maintenant, en fait, les perspectives en termes des prix des matières premières énergétiques sont des perspectives baissières. C'est une chose qui est assez déterminante pour l'économie nationale. 2023, on reste sur quand même des prix assez élevés en termes des produits de consommation, parce qu'il y a l'inflation chez les pays partenaires, surtout la zone euro qui reste un peu élevée, et sur les produits de consommation. Mais c'est une tendance qui devrait se renforcer, c'est-à-dire qu'en 2024-2025, quand même, il devrait y avoir un apaisement des prix à l'international. Maintenant, l'inflation au niveau national, c'est une inflation qui est relativement alimentaire, plus liée aux conditions climatiques. C'est-à-dire, là, je dirais la conjoncture est favorable pour stopper le cycle de resserrement et probablement en 2024-2025 passer à un cycle expansionniste, parce que c'est important pour réaliser les objectifs économiques d'assurer des conditions de financement assez favorables. Maintenant, côté crédit, au coût de refinancement par la Banque centrale, on est revenu à un niveau de 2014. Donc, entre 2014 et 2022, on est resté sur un cycle expansionniste de politique monétaire, et qui est favorable et pour les entreprises privées, parce que ça réduit le coût de financement, et pour le Trésor. Parce que quand même, on est une économie qui est assez articulée sur les entreprises, établissements publics qui sont surendettés. Donc, quand on augmente le coût de financement, ça les impacte lourdement. Et qui est géré par l'investissement, qui a entamé un cycle de relance à travers les investissements publics qui est assez colossal et assez important, qui devrait être refinancé majoritairement après cette hausse qu'on a remarquée de l'endettement étranger par le financement intérieur. Donc, continuer à augmenter l'auto directeur et à resserrer encore plus, ça ne devrait pas servir la cause qui est la stabilité des prix, parce que la stabilité des prix, la hausse des prix a d'autres sources que la demande ou la monnaie. Probablement, comme j'ai précisé, sur le moyen long terme, c'est le canal richesse et prix des actifs qui pourrait déclencher, mais là, ça va être difficile à maîtriser.
Par contre, sur le court terme, c'est-à-dire pour 2024, de 2023, 2024, 2025, je pense que le coût de financement actuel, il est assez serré. Notons que la transmission, elle est toujours en cours vers les taux débiteurs. Nous sommes à 50% en termes de transmission. Sur les 150 points de base, nous sommes sur les taux débiteurs en moyenne autour de 79 points de base à fin mars. Il y a encore du chemin à faire en termes de resserrement des taux débiteurs. Donc, je pense que je ne peux pas me prononcer et dire que c'est la fin du cycle de resserrement. Certes, pour moi, pour le prochain conseil, je suis à 90% sûr que ça va être le statu quo, c'est-à-dire d'après mes analyses, mais par la suite, Dieu le sait. D'autres questions dans la salle? Ben, écoutez, on va s'arrêter là. Merci, mesdames, messieurs, pour votre présence. Merci surtout à nos intervenants pour la qualité de vos présentations et la qualité de vos réponses. Merci aux sponsors Intesoft et SIX pour leur accompagnement pour ce cycle de conférences. Et merci aux organisateurs, la Bourse de Casablanca et la PSB. Je rappelle juste qu'il y a 2 autres événements qui sont prévus la semaine prochaine avec d'autres thématiques. Vous allez tout retrouver sur les réseaux sociaux de la PSB et de la Bourse de Casablanca. Donc n'hésitez pas à y aller, regardez le calendrier exact. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à clôturer cette matinée. Merci à vous et merci pour votre temps. Merci.